Alors, il est 10h30, nous allons débuter. Bonjour à tous. Mon nom est Véronique Maltais et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Avant de laisser la parole à la présentatrice du conférencier, j'aimerais vous donner quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Et pour activer la boîte de chat, vous pouvez cliquer sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions, elle, se fera à la toute fin de la présentation de notre conférencier. Et finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Donc, à ce moment-ci, je laisse maintenant la parole à Elisabeth Gauthier. Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Gauthier, directrice de recherche de la division biologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce deuxième webinaire de la 37e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « La génomique au service de la gestion des ravageurs forestiers, simple chimère ou réalité ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec, principalement, et aussi dans les autres provinces canadiennes. C'est avec grand plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Michel Cusson. Michel Cusson est chercheur scientifique en génomique des insectes au Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada, au Service canadien des forêts. Il a développé un intérêt pour l'entomologie lors de son passage à l'Université de Sherbrooke, pendant son bac en biologie, et a subséquemment entrepris des études graduées dans cette discipline, d'abord à l'Université Simon Fraser pour sa maîtrise, puis à l'Université Laval pour le doctorat. Il s'est alors spécialisé en endocrinologie des insectes, domaine qu'il a exploré plus à fond dans le cadre d'un stage postdoctoral réalisé à l'Université de Toronto. Au SCF, ses travaux se sont graduellement orientés vers la biochimie, la biologie moléculaire et la génomique des insectes. Le fil conducteur de son programme de recherche est l'identification de gènes pouvant être ciblés pour l'élaboration de nouvelles stratégies de lutte antiparasitaire. Ses travaux sur le séquençage du génome de la tondeuse des bourgeons de l'épinette ont fait l'objet d'un financement par Génome Québec. Il a récemment été co-investigateur dans le cadre d'un projet de Génome Canada visant à mettre au point des essais moléculaires pour l'identification rapide de spongieuses asiatiques et de leur origine géographique. Michel est l'auteur ou co-auteur de plus de 120 articles et ouvrages scientifiques, et je tiens à dire qu'il prononce aujourd'hui sa dernière conférence en tant que chercheur au SCF avant une retraite bien méritée. Je vous souhaite donc un bon colloque et laisse la parole à Michel. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette belle introduction. Donc, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit aujourd'hui d'un colloque de fin de carrière. En fait, l'idée de ce colloque m'est venue de collègues proches ici au CFL qui pensaient que ce serait une bonne idée de faire une rétrospective de mes 31 années de recherche ici au CFL. J'ai trouvé que c'était une idée intéressante, mais peut-être un petit peu ambitieuse. Donc, j'ai choisi de... Je vais mettre la diapositive. Oh. Je m'excuse. La diapositive ne bouge pas. Oh, désolé. Donc, j'ai choisi de limiter ma rétrospective à nos travaux dans le domaine de la génomique des insectes. Et en fait, essayer de vous parler de l'utilité de ce domaine de recherche, évaluer avec vous l'utilité de ce domaine de recherche en matière de gestion des ravageurs forestiers. Donc, cependant, je vais, dans un premier temps, vous parler un petit peu sur quelques diapositives de mon parcours, du chemin qui m'a mené à la génomique. Comment je suis passé d'être un physiologiste des insectes à un génomicien, ni plus ni moins. Puis, en fait, il y a deux grands axes de recherche qui ont été importants à ce niveau-là, mais nos travaux sur l'hormone juvénile et sur les polymorphes qui nous ont ultimement menés au décryptage du génome de la tondeuse des bourgeons d'épinette.
Et dans un deuxième temps, je vais aller à ce moment-là, à ce moment, entrer dans le vif du sujet, c'est parler des applications de la génomique à la lutte antiparasitaire. Dans un premier temps, le développement d'outils de diagnostic pour nous aider dans l'identification d'insectes, en particulier des espèces exotiques envahissantes, mais pas seulement ça. Et dans un deuxième temps, vous parlez du design de nouveaux produits antiparasitaires. Donc, c'est dans le cadre de mes études de doctorat dans le laboratoire de Jérémy McNeil à l'Université Laval que j'ai développé un grand intérêt pour l'hormone juvénile. Donc, l'hormone juvénile est produite par de minuscules glandes endocrines qu'on appelle les corrélates, qui sont situées juste derrière le cerveau de l'insecte. Et en fait, ce qui est arrivé dans le cadre de ces études, de ces travaux-là, c'est que j'ai fait la découverte d'une nouvelle fonction de l'hormone juvénile, c'est-à-dire elle est un régulateur de la production de phéromones sexuels chez un papillon nocturne qu'on appelle la légionnaire uniponctuée. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hormone juvénile qui est produite par les corrélates est libérée dans le sang de l'insecte. Elle agit sur le système nerveux central pour déclencher la libération d'une autre hormone qu'on appelle le PIBAN, qui va stimuler la production de phéromones dans la glande à phéromones de l'insecte et stimuler son émission. Donc, il s'agissait d'une nouvelle fonction qui s'ajoutait aux deux grandes fonctions déjà bien connues de l'hormone juvénile, la première étant un rôle dans la morphogénèse des insectes. Donc, d'ailleurs, l'hormone juvénile doit son nom à l'action qu'elle exerce chez les stades immatures des insectes. Lorsque les niveaux élevés d'hormone juvénile, au moment d'une mue, la mue va donner, le résultat sera une autre larve, donc une autre chenille. Cependant, au dernier stade larvaire, une chute précipitée des niveaux d'hormone juvénile va déclencher le processus de la métamorphose et donner suite à une mue pupale et éventuellement la production d'un adulte. Donc, ça, c'était la première grande fonction. La deuxième grande fonction de l'hormone juvénile, tout aussi importante, c'est son effet gonadotrope, c'est-à-dire c'est une hormone qui stimule la croissance ovarienne chez les femelles de la vaste majorité des insectes. On voit ici un ovaire en présence d'hormone juvénile et en son absence chez une punaise. Donc, après ces travaux de doctorat, j'ai été intéressé à poursuivre dans le domaine de l'hormone juvénile. Alors, je suis allé faire un stage postdoctoral à l'Université de Toronto dans le laboratoire de Steve Taube. J'ai commencé à m'intéresser à la biosynthèse de l'hormone juvénile, particulièrement chez les lépidoptères. Et pourquoi chez les lépidoptères? La vaste majorité des insectes ne produisent qu'une seule forme de l'hormone juvénile qu'on appelle l'hormone juvénile 3. On retrouve aussi chez les mouches et les punaises des formes très étroitement apparentées. Mais chez les lépidoptères, on observe plusieurs formes d'hormones juvéniles et toutes ont ce qu'on appelle une branche éthylique, ce qui rend la molécule quand même plus volumineuse, plus encombrante. Donc, et d'ailleurs, les hormones juvéniles 2 et 1 sont les hormones juvéniles qu'on retrouve le plus fréquemment chez les lépidoptères. Donc, cette observation m'a amené à postuler, à émettre une hypothèse, c'est-à-dire que certaines enzymes impliquées dans la biosynthèse d'hormones juvéniles chez les lépidoptères auraient des particularités structurales uniques, rendant possible leur inhibition de façon spécifique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une enzyme, c'est une protéine et que toutes les protéines ont une forme, une structure tridimensionnelle qui leur est unique. Et dans le cas des enzymes, elles ont aussi ce qu'on appelle une cavité catalytique qui va accueillir le substrat, et le substrat doit s'y lier telle une clé dans une serrure. Donc si on souhaitait développer un inhibiteur spécifique, il doit avoir les mêmes propriétés pour compétitionner avec le substrat, c'est-à-dire se lier telle une clé dans une serrure. Donc, conceptuellement, l'idée ici, c'était de voir s'il n'y avait pas une ou des enzymes dans la biosynthèse d'hormones juvéniles dont la cavité catalytique chez les lépidoptères était plus ample pour accommoder les substrats et les produits plus volumineux à cause des branches latérales ici. Parce qu'il sera alors possiblement de les inhiber de façon spécifique, sans avoir un effet sur d'autres insectes. Alors, si un tel inhibiteur devenait l'ingrédient actif d'un produit antiparasitaire, alors il y aurait lieu, on pourrait, en l'appliquant, induire une métamorphose précoce. Ce que ça veut dire, c'est qu'une chute précipitée de façon hâtive des niveaux d'hormones juvéniles entraînerait
une mue pupale qui, le plus souvent, ne donnera pas un adulte viable. Aussi, un tel inhibiteur aurait un effet négatif sur la reproduction des insectes touchés. Donc, tout ça nous a amené à nous intéresser à quelques enzymes de la voie biosynthétique de l'hormone juvénile. La première, c'était la farnesyl diphosphate synthase. Et on est passé initialement par une approche de biologie moléculaire, de clonage de cette enzyme. C'est les travaux de Catherine Béliveau dans mon laboratoire qui ont mené, puis qui nous ont permis de faire une première caractérisation. Éventuellement, c'est Marie-Ève Picard, une étudiante au doctorat, qui a entrepris des études pour déterminer la structure tridimensionnelle de cette enzyme. Et plus tard, on s'est dit, si on va avoir l'information sur d'autres enzymes, il faut passer par la génomique. Donc, par le séquençage de génomes d'insectes, dont la tordeuse, et on a pu, de cette façon, identifier d'autres enzymes sur lesquelles Marie-Ève travaille. Donc, je vais revenir un peu plus tard dans la fin de ma présentation, vous expliquer comment on peut utiliser ça maintenant pour essayer de développer des inhibiteurs enzymatiques qui pourraient être la base de nouveaux produits antiparasitaires. Donc, l'autre thème de recherche qui était très important pour le développement mondial par la génomique, c'est celui des polynovirus. Donc, ce sont des virus, comme le dit la diapositive, qui font vraiment fi des conventions. Ce sont des virus qui sont transmis par des guêpes endoparasitoïdes à leur chenille au moment de la ponte, comme on le voit ici sur ce petit diagramme. Donc, les guêpes sont asymptomatiques, mais les chenilles infectées présentent deux pathologies très importantes qui, en fait, bénéficient au stade immature de la guêpe. Donc, premièrement, une dépression de la réponse immunitaire à l'égard des œufs et larves de la guêpe. Ici, on voit par exemple un œuf qui est complètement encapsulé, c'est-à-dire enrobé de cellules hémocytiques, donc en absence de polynovirus, et ici un œuf qui est complètement libre qui pourra se développer en présence de polynovirus. L'autre phénomène, c'est une inhibition de la métamorphose qui permet au parasitoïde de compléter son développement immature avant la métamorphose de l'hôte. Donc, tout ça est induit par l'expression de gènes du virus. Et tôt dans le développement de ce travail-là, on s'est dit qu'il y a probablement certains de ces gènes-là qui pourraient avoir un intérêt pour le développement de nouveaux produits antiparasitaires. Donc, je me suis rapidement, je suis allé chercher la collaboration d'un chercheur à l'Université Dalhousie, à Halifax, Don Stoltz, qui est vraiment le grand spécialiste mondial des polynovirus, pour qu'on puisse commencer à examiner ensemble les polynovirus d'une guêpe parasitoïde de la tordeuse qui s'appelle Tranosema rostrale. Donc, les polynovirus sont des virus à ADN double brin circulaire. Il y a plusieurs segments. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs chromosomes, si on veut, à l'intérieur d'un virus. On voit ici les bandes qui représentent chacun des segments. Donc, le virus se réplique à partir d'une version intégrée du génome du virus qui est intégrée à la guêpe. Il se réplique dans une portion de l'ovaire, de la femelle, qu'on appelle le calice. Donc, les particules virales sont sécrétées dans la lumière de l'ovaire et sont subséquemment injectées avec l'œuf au moment de la ponte. Donc, on voit un peu le cycle de vie de ce virus pour Tranosema rostrale. Donc, il y a ponte et injection du virus. Il y a expression de gènes viraux dans la larve. Ça permet à l'œuf de se développer, éventuellement devenir une larve. Et éventuellement, la larve va quitter son hôte pour tisser un cocon et ça va compléter le cycle de vie. Donc, Daniel Doucet, ici présent aujourd'hui, mon premier étudiant à la maîtrise, c'est lui qui a un peu initié les travaux qui nous ont permis de caractériser un peu les effets de ce virus. Donc, Daniel a démontré que l'injection de ce virus dans des larves saines de tordeuse et bourgeons lépinette entraînait une grande perturbation du développement, c'est-à-dire un retard important, une inhibition de la métamorphose. Donc, il a pu aller prélever. Lorsqu'on prend un ovaire, on le déchire dans une goutte de solution physiologique, apparaît un liquide iridescent qui peut être purifié de façon sommaire pour injection dans les larves. Donc, on a observé une importante inhibition du développement. Et plus tard, Marlène Laforge, notre étudiante à la maîtrise dans mon laboratoire, a démontré que cette inhibition du développement était causée par des perturbations endocriniennes
donc l'expression des gènes entraînait des perturbations endocriniennes, dont une inhibition de la production de l'hormone de la mue, la 20-hydroxyexone, et une inhibition d'une enzyme qui, elle, est impliquée dans la dégradation d'hormones juvéniles. Un peu plus tard, Marlène, en collaboration avec le professeur Guy Bellemare de l'Université Laval et avec Catherine Béliveau, qui alors travaillait dans le laboratoire de Guy Bellemare, soins de Renault. Donc, Marlène a mis en évidence cette très forte expression, vraiment plus forte que de tous les gènes, d'un gène en particulier qu'on a appelé, le baptisé TRV1, qui suggérait que la protéine qui l'encode était responsable des perturbations qu'on avait observées. Donc, on observait une très forte expression, soit chez les larves injectées du virus ou chez les larves parasitées, pardon, au moment où on observait l'inhibition de la métamorphose. Donc, évidemment, ça, c'était un seul gène. On se doutait bien qu'avec un génome segmenté, qu'il y avait beaucoup d'autres gènes, puis on était intéressé à explorer les autres gènes. C'est à ce moment-là qu'on a entrepris une collaboration avec un chercheur américain de l'Université du Kentucky, professeur Bruce Webb, puis René Lapointe, alors, qui était dans mon laboratoire comme chercheuse postdoctorale. On a entrepris le séquençage de génomes de plusieurs polyneuvirus en collaboration, dont celui de la guêpe Tranosema australe dont je viens de vous parler, mais celui aussi d'une autre guêpe qui est un parasitoïde également de la tordeuse, Glypta fumiferanée. Donc, ça a été ma première immersion dans le domaine de la génomique. Évidemment, c'était des entités relativement simples si on les compare à des insectes, mais néanmoins, ça nous a permis d'identifier chez cette espèce-là qu'il y avait plus que 100 segments d'ADN double brin dans une particule virale, puis on a pu identifier plusieurs familles de gènes. Nous n'avons pas réussi à ce jour à utiliser des gènes de polyneuvirus pour développer des nouveaux outils antiparasitaires. Par contre, l'équipe du professeur Webb a pu utiliser un de ces gènes, les anchirines, dans le développement d'une application biotechnologique à partir de laquelle il a fondé une compagnie qui fonctionne toujours. Donc, ce n'était pas de la recherche en vain du point de vue biotechnologique. Donc, voilà. Et tout ça, donc, après avoir goûté un peu à ce travail de génomique des virus, lorsque l'offre m'a été faite un peu plus tard par le professeur Roger Lévesque à l'Université Laval, de se lancer dans le décryptage du génome de la tordeuse en utilisant l'appareil de séquençage nouvellement acquis par l'université, il était difficile pour moi de refuser. Et on a rapidement trouvé les fonds nécessaires pour ce travail. Donc, lorsqu'on séquence le génome d'un insecte, évidemment, on ne part pas du bout d'un chromosome pour se rendre au bout. Donc, on a un amas d'ADN ici qu'il faut d'abord fragmenter pour que ça soit utilisable, fragmenter de façon aléatoire. Et ce sont ces fragments qui sont séquencés. Le hasard fait que certains de ces fragments se chevauchent. Et ce chevauchement des séquences nous permet de procéder à l'assemblage. Éventuellement, une fois le génome assemblé, on peut procéder à son annotation, ce qui veut dire aller identifier où sont les gènes et quelles sont leurs fonctions probables. Donc, on a produit plusieurs versions préliminaires de ces génomes, dont une qu'on a été baptisée BW6, qui est utilisée par plusieurs de nos collaborateurs pour différentes tâches. Mais cette version-là était très fragmentée et trouée un peu comme un fromage suisse. Donc, mais plus récemment, on a utilisé une technologie différente et on est venu à bout d'assembler le génome de la tordeuse de bourgeon d'épinette à l'échelle de ces 30 chromosomes. En fait, c'est le travail de Sandrine en collaboration avec un chercheur tchèque qui avait déterminé et qui avait établi le karyotype. Donc, il y a 30, le nombre haploïde de chromosomes est 30. Donc, on a ici une représentation graphique de tous ces chromosomes, dont le chromosome sexuel. Donc, c'est le travail d'assemblage qui était réalisé en grande partie par Patrick Gagné, alors que Catherine, elle, a réalisé un très grand nombre d'analyses des différents gènes qu'on observe dans ce génome, dont les protéines antigènes qui sont essentielles au développement de la tordeuse et qui sont représentées ici. Donc, nous avons maintenant cet outil en main pour faire toutes sortes de travaux d'exploration et cibler différents gènes pour le développement, par exemple, d'outils de lutte antiparasitaire. Donc, j'en arrive maintenant, après ce prélude,
Au vif du sujet, c'est-à-dire l'application de la génomique à la gestion des ravageurs forestiers. Dans un premier temps, je vais vous parler du développement d'outils de diagnostic moléculaire. Il y a 5 exemples dont je vais vous parler ici. Premièrement, l'identification de sous-espèces de spongieuses et d'autres espèces étroitement apparentées, l'identification du papillon sibérien et d'espèces de ses congénères, et l'identification d'ennemis naturels de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, ces trois développements utilisent une approche semblable, donc je vais en parler un peu dans la même lancée. Après ça, je vais vous parler d'une méthode de comptage moléculaire qu'on a développée pour les larves de tordeuses. Et finalement, l'identification de l'origine géographique des spongieuses et pourquoi c'est important. Donc, avant d'entrer dans ça, j'aimerais dire quelques mots. Quand on se lance dans le développement d'outils de diagnostic moléculaire, il faut faire des choix quant au type de marqueur qu'on va utiliser. Puis, souvent, on balance entre les marqueurs dits mitochondriaux et les marqueurs nucléaires. Bon, vous savez que le génome principal est dans le noyau. Il est de très grande dimension, mais on a plusieurs petits génomes dans les mitochondries, puis il y a plusieurs copies des mitochondries dans chaque cellule. Donc, quels sont les avantages des marqueurs mitochondriaux? Bon, il y a un vaste répertoire de séquences déjà connues de ces marqueurs dans les banques de données publiques comme GenBank. Et un autre avantage, c'est qu'il y a plusieurs copies, généralement, du gène de marqueur dans chaque cellule, parce qu'il y a plusieurs mitochondries dans chaque cellule. Par contre, ils ne permettent pas toujours de bien distinguer des taxons qui sont étroitement apparentés. C'est un peu l'inverse pour ce qui est des marqueurs nucléaires. Ils sont parfois plus spécifiques à un taxon donné que les marqueurs mitochondriaux. Par contre, le répertoire de séquences déjà connu dans les banques de données publiques est plus restreint. Donc, il y a souvent des choix à faire. Donc, le premier exemple dont j'aimerais vous parler ici, c'est le développement d'un outil de diagnostic qui cible la spongieuse. La spongieuse, c'est une espèce exotique envahissante. C'est un défoliateur extrêmement important dans toute son aire de distribution qui va du Japon jusqu'à l'Amérique du Nord, le nord-est de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, cet insecte est introduit de façon accidentelle de l'Europe il y a environ 150 ans et a causé beaucoup de dommages depuis son introduction. Donc, on reconnaît en ce moment 3 sous-espèces chez la spongieuse, la sous-espèce européenne, Limantria dispar, qu'on retrouve évidemment en Amérique du Nord et dans l'Europe de l'Ouest et du Nord de l'Afrique, et 2 autres sous-espèces que collectivement on appelle la spongieuse asiatique. Donc, Limantria dispar asiatica, qu'on trouve en Asie continentale, et Limantria dispar japonica, qui est restreinte à l'archipel du Japon. Pourquoi donc la spongieuse asiatique n'est pas encore présente en Amérique du Nord? Pourquoi en a-t-on peur? C'est que les femelles, contrairement aux spongieuses européennes, ont la capacité de voler. Donc, si elles étaient introduites accidentellement, elles pourraient potentiellement se disperser très rapidement et occuper un territoire important très rapidement. Donc, pour cette raison, on essaie de réduire les risques d'introduction de la spongieuse, tant à l'Agence canadienne d'inspection des aliments au Canada qu'à l'organisation homologue aux États-Unis qu'on appelle APHIS. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les femelles asiatiques peuvent pondre leurs œufs sur les surfaces inertes des navires. Donc, lorsque des navires partent d'Asie et viennent en Amérique du Nord, ils pourraient être contaminés d'eux. Donc, ces navires font l'objet d'inspections pour la présence de masse d'œufs de spongieuses. On voit ici des inspecteurs à l'œuvre. Et les masses d'œufs qui sont récoltées, qu'on trouve, sont récoltées pour analyse en laboratoire. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que ces masses d'œufs sont impossibles à distinguer à travers les sous-espèces sur la base de caractères morphologiques. Et pour compliquer les choses, il y a 7 autres espèces étroitement apparentées qui ont des masses d'œufs très, très similaires, dont les 2 premières, Lamantria umbrosa et Lamantria albescens, qui sont souvent aussi considérées comme faisant partie du complexe des spongieuses asiatiques. Et 5 autres espèces, elles sont toutes originaires de l'Asie
Et elles pourraient aussi toutes causer des problèmes au Canada si elles étaient introduites de façon accidentelle. Donc, pour ce travail, après avoir jeté un coup d'œil aux différentes bases de données, nous avons décidé de nous orienter vers la génomique, les marqueurs mitochondriaux. Donc, il y a des travaux de génomique mitochondriale de la spongieuse qui ont été entrepris par Majid Joumad et Audrey Nizol dans mon laboratoire. Donc, il y a des populations qui ont été, différentes populations échantillonnées à travers toute l'aire de répartition de la spongieuse. Donc, leur ADN a été extrait et on a séquencé les génomes mitochondriaux. Donc, l'idée ici, c'était de les comparer, ces génomes-là, pour identifier les zones les plus riches en polymorphisme. Quand on parle de polymorphisme ici, je fais référence à ce qu'on appelle généralement des SNP, Single Nucleotide Polymorphism, qui est une petite substitution à une position donnée dans la séquence d'un gène chez deux gènes qui sont autrement homologues. Et ces substitutions-là, ces SNP, nous fournissent une forme de signature moléculaire associée à une espèce ou une sous-espèce. Donc, le diagramme compliqué qu'on voit ici à gauche, en fait, chaque petite ligne noire, et chaque ligne représente le génome d'une espèce, d'une population, et chaque petite ligne noire représente une substitution, donc un SNP, par rapport au génome de notre témoin ici, qui est la spongieuse européenne trouvée aux États-Unis. Donc, au terme de ces analyses, nous avons choisi le gène, la cytochrome oxydase C sous-unité 1, ce qu'on appelle plus communément COI, qui est utilisé comme code-barre chez plusieurs espèces, mais non seulement le code-barre, mais le gène en entier, parce que dans la portion qu'on appelle ici 3', il y avait des SNP qui nous permettaient de bien distinguer les deux sous-espèces asiatiques. Donc, la technologie qu'on a utilisée pour développer l'essai de diagnostic moléculaire, il y a deux technologies en fait, c'est la PCR quantitative ou qPCR et la technologie TaqMan. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec les principes de la PCR, eh bien, il s'agit dans un premier temps de dénaturer les deux brins, de les décoller, les deux brins d'ADN, et d'y introduire ce qu'on appelle des amorces, qui sont des petits bouts d'ADN qui peuvent s'apparier avec la séquence cible, se lier, et ce qu'on appelle l'hybridation. Et subséquemment, on introduit une enzyme qu'on appelle une polymérase qui va entreprendre la synthèse d'un second brin à partir du brin original. Et au terme de ça, on va avoir deux nouveaux brins d'ADN. Et ça va être répété de façon à plusieurs reprises et on va avoir une amplification exponentielle de la quantité d'ADN, nous permettant de la détecter éventuellement. En PCR quantitative, c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise un fluorophore qui va se lier à l'ADN, ce qui fait qu'on peut mesurer l'amplification en temps réel. Et puis l'essai TaqMan, en fait, lui implique l'utilisation d'un autre petit bout d'ADN qu'on appelle une sonde, qui s'apparente un peu d'une certaine façon à une amorce, et qui contient un fluorophore, et il va y avoir émission de fluorescence lorsque la synthèse de l'ADN à partir de l'amorce va atteindre la sonde. Donc, l'essai comme tel est basé sur le principe de l'appariement discriminatoire. Donc, si je prends l'exemple, j'essaie de distinguer l'Hymantriodispare asiatica de l'Hymantriodispare dispare, par exemple. J'ai une amorce ici qui est spécifique à Asiatica, qui va s'apparier de façon parfaite à la séquence cible, mais cette amorce ne va pas s'apparier de façon parfaite à la séquence de dispare-dispare. Donc, il y aura ici amplification avec la polymérase, mais l'amplification ne pourra pas se produire avec dispare-dispare. Le même principe pour ce qui est d'utilisation des sondes. La sonde va se lier, va s'apparier de façon parfaite dans un cas, et ne pourra s'apparier de façon parfaite dans l'autre cas, donc il n'y aura pas émission de fluorescence. Donc, on peut jouer un peu sur ces deux approches-là pour faire la distinction entre les espèces. Ici, on a un exemple d'amplification PCR dans un essai TaqMan où l'ADN qui a été utilisé, c'est l'ADN de l'Hymantriodispare asiatica, mais le tube contient évidemment les sondes
et les amorces pour reconnaître les deux espèces. Et il y a effectivement, les deux sous-espèces par contre, et il y a effectivement amplification que de l'Hymantria dispar asiatica. Donc, tout ce travail a été mené de main de maître par le cerveau de tout ça, qui est Don Stewart, qui est maintenant à la retraite. Et Don a mis au point ce qu'on pourrait appeler une clé moléculaire, en fait, où ceux qui ont déjà utilisé des clés d'identification pour les insectes sont basées sur la morphologie. On pose des questions, on répond à oui ou non, puis on finit par trouver l'espèce qui nous intéresse. Ici, ce sont les signatures moléculaires qui se substituent au caractère morphologique. Donc, l'essai a 3 modules. Dans un premier module, on pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une des différentes spongeuses asiatiques? Sinon, est-ce que c'est la spongieuse européenne? Et sinon, est-ce qu'il s'agit d'une des autres espèces qui pourraient être mélangées avec les spongeuses? Puis, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire un close-up sur le premier module. Donc, on a de l'ADN d'une espèce inconnue. Et on pose la question ici, est-ce que l'échantillon contient la signature moléculaire de l'Hymantria albescens, qui est une autre spongieuse asiatique? S'il y a une amplification positive, c'est oui, et on identifie l'espèce albescens. Si l'amplification est négative, on passe à la question suivante. On pose, puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait terminé l'identification. Et toutes ces questions-là peuvent se poser de façon simultanée dans des petits tubes individuels. Donc, au terme du processus d'amplification, on sait à quelle espèce ou d'espèce on a affaire. Donc, je tiens à mentionner ici que cet essai a été transféré, il y a eu un transfert de technologie avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et son homologue aux États-Unis, APHIS, et qui s'est utilisé maintenant de façon routinière pour traiter des milliers d'échantillons à chaque année. À un moment donné, lorsqu'on a présenté ces résultats-là dans le cadre d'un colloque, il y a un collègue qui nous a dit, vous savez, autour des ports, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, par exemple à Vancouver, à Halifax, on installe des pièges à phéromones au cas où il y aurait des adultes sur les bateaux qui pourraient s'échapper et puis se retrouver dans les pièges à phéromones. Évidemment, dans la plupart des cas, ça serait un individu rare, probablement perdu, mêlé dans un océan de spongieuses européennes. Parce qu'on voit souvent, il peut y avoir plus de 100 papillons, ça c'est le contenu d'un piège à phéromones. Donc, l'essai qu'on avait développé ciblait des échantillons uniques et il ne s'adaptait pas bien à poser ce genre de questions-là. Donc, le défi ici, c'était de détecter une spongieuse asiatique dans un échantillon contenant principalement de la spongieuse européenne. Et pour y arriver, il a fallu utiliser d'autres marqueurs, des marqueurs mitochondriaux encore, mais il a fallu en utiliser 3, donc COI qu'on avait déjà utilisé, cytochrome B et ND1. Et puis, encore là, c'est un peu le travail de Don Stewart qui nous a permis d'arriver à un essai où l'on peut détecter, on peut aller jusqu'à une spongieuse asiatique dans 1000 spongieuses européennes, on est encore capable de détecter. Il s'agit encore là d'un essai qui a été transféré à la CIA et à APHIS et qui sont utilisés sur une base routinière. Plus récemment, on a développé un essai qui s'apparente, mais qui cible une autre espèce exotique envahissante, le papillon sibérien, ainsi que d'autres espèces de la même famille, les Lysiocampidés, donc des espèces du genre Malacosoma. On connaît des espèces ici en Amérique du Nord, les chenillathantes, par exemple. Donc, le papillon sibérien, Dendrolimus sibiricus, c'est vraiment le plus destructeur de tous les ravageurs forestiers dans le nord de l'Eurasie. Il constitue vraiment une très grande menace pour les forêts conifériennes au Canada. Il peut s'attaquer à des cèdres, des sapins, des épinettes, des pins, et ainsi de suite. Donc, c'est très... et puis, bien, évidemment, il vient de la forêt boréale, donc il pourrait très bien s'acclimater à nos environnements. Puis bon, évidemment, il y a d'autres espèces aussi du genre Dendrolimus et de Malacosoma qui constituent des menaces pour le Canada. Mais encore une fois, ce sont des espèces qui sont très difficiles à distinguer au niveau du stade œuf. Donc, on a développé un essai, encore là, une forme de clé moléculaire qui, c'est encore le travail de Don ici principalement, qui va permettre de déterminer dans un premier temps si on a affaire des œufs de Dendrolimus ou de Malacosoma.
éventuellement déterminer si c'est du Malacosoma, s'il s'agit d'un Malacosoma eurasien et non nord-américain. Et dans le cas de Dendrolimus, s'il s'agit de l'espèce Dendrolimus sibiricus ou d'une autre espèce de Dendrolimus. Cet essai a récemment fait l'objet d'un transfert technologique à la CIA, pas encore été utilisé. Puis les Américains ont aussi manifesté leur intérêt pour cet essai. Maintenant, on change un peu de registre. On va parler d'identification d'insectes, mais pas d'espèces exotiques envahissantes. On va parler d'identification des ennemis naturels de la tordeuse des bourgeons d'épinettes. Effectivement, dans le cadre du programme Stratégie d'intervention hâtive pour le contrôle de la tordeuse, les chercheurs étaient intéressés à évaluer l'impact des traitements qu'on utilise dans ce programme-là sur les ennemis naturels de la tordeuse parce que ces ennemis-là ont un rôle important pour le maintien des populations à un niveau faible. La méthode traditionnelle, conventionnelle de faire ce genre d'études, c'est d'aller échantillonner des branches sur le terrain, d'y extraire manuellement les larves, de les placer en élevage sur de la diète artificielle, d'attendre soit que le développement d'insectes soit terminé ou quand en émergent des parasitoïdes. Ces parasitoïdes-là sont alors identifiés sur la base de leur caractère morphologique, ce qui nécessite vraiment des connaissances en taxonomie pour y arriver. Donc, nous, on a pensé que ce serait bien de pouvoir sauter cette étape d'élevage, tout simplement prendre les larves lorsqu'on les ramène au laboratoire, les mettre au congélateur pour qu'on puisse les analyser plus tard, au moment qui nous convient, puis aussi avoir une méthode d'identification moléculaire de ces ennemis naturels qui ne nécessiterait pas de connaissances en termes de taxonomie et qui probablement donnerait une identification plus précise dans certains cas. Donc, dans ce cas-ci, c'est Audrey Nisol, en collaboration avec Don Stewart, qui ont mis au point un essai qui est en apparence complexe. On l'a appelé l'outil de tri moléculaire. Et en fait, dans un premier temps, il y a un module qui nous permet, dans un premier temps, de déterminer si on a bel et bien affaire à la tordeuse des bourgeons d'épinettes, parce qu'il arrive que lorsqu'on fait l'échantillonnage, qu'on se trompe. Pardon. Dans un deuxième temps, on détermine si l'extrait d'ADN contient de l'ADN de diptères, des parasitoïdes qui appartiennent au groupe des diptères. Et si c'est le cas, si la réponse ici est oui, on peut passer à un autre module qui va nous permettre d'identifier lequel de 6 parasitoïdes diptères qui sont très communs, duquel il s'agit. De la même façon, s'il n'y a pas de diptères, si on détecte de l'ADN d'hyménoptères, donc de guêpes, on peut passer à un autre module qui va nous permettre d'identifier une des 11 espèces communes de parasitoïdes tordeuses. La même chose, on a aussi inclus dans ce module la détection de microsporidie. Donc, ce sont des maladies qui affectent la tordeuse. Encore une fois, si on a une réponse positive, on peut déterminer laquelle de 3 espèces communes de microsporidie est impliquée. Donc, il s'agit d'un essai que nous avons utilisé dans le laboratoire pour traiter maintenant probablement près de 20 000 larves, très, très grand nombre, 25 000, puis utilisé aussi par nos collaborateurs à l'intérieur du projet d'intervention hâtive et aussi dans le cadre d'un projet que l'on mène en collaboration avec la SOPFIM. Donc, un outil vraiment très utile. Maintenant, je vais vous parler d'un autre outil qui n'est pas de la, qui n'est pas de la détection, du diagnostic d'espèces comme tel, mais qui a à voir avec le comptage des larves. Donc, certains d'entre vous le savez peut-être, la tordeuse des bourgeons d'épinettes passe l'hiver sous forme de larves de 2e stade. On les appelle communément dans notre jargon les L2. Elles tissent un petit hibernaculum dans les cicatrices florales de la plante hôte. Et donc, à chaque fin d'été, début d'automne, au Québec, et c'est vrai aussi dans les provinces maritimes en passant, on procède à une évaluation des densités de L2 sur un très grand nombre de sites forestiers au Québec. Et évidemment, pour ça, on procède à l'échantillonnage de branches, de 3 branches sur chacun des sites qui sont indiqués par le petit point vert. Pardon. Ces branches sont rapportées au laboratoire. On les prépare pour une extraction mécanique des larves du feuillage
qui va se faire dans un appareil qui a été conçu à cette fin. Et au terme de cette extraction, on va se retrouver avec les larves de tordeuses dans une phase organique, alors qu'on va avoir des débris de plantes ici dans la phase aqueuse. Quoique des débris de plantes peuvent souvent passer un petit peu dans la phase organique. Et la phase organique sera décantée ici sur un papier filtre. Et subséquemment, le décompte sera fait sur la base de ces papiers filtres, donc sous une loupe binoculaire. Donc, le décompte se fait assez bien lorsqu'il n'y a pas beaucoup de débris, mais il est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile lorsqu'il y a beaucoup de débris sur le filtre. Et il y a essentiellement des dizaines de milliers de ces filtres qu'il faut compter. Alors, avec Majid, dans le laboratoire, on a pensé à la possibilité de mettre au point une méthode pour compter les larves via une approche moléculaire. Donc, et tout ça, c'est basé sur le principe qu'il existe une relation linéaire entre le nombre de larves dans un échantillon donné et le nombre de copies d'un gène, en l'occurrence le gène COI, encore une fois, dans l'extrait d'ADN. Et c'est ce qu'on a pu démontrer ici, ces deux représentations un peu des mêmes données, deux représentations différentes, mais aussi on voit que le nombre de copies du gène COI, déterminé ici par la méthode de PCR quantitative, est dans une relation linéaire et très forte, en fait, par rapport au nombre de larves qui étaient dans l'échantillon dont on a extrait l'ADN. Donc, on a finalement fait la preuve de concept de cette méthode-là et nous sommes maintenant en discussion avec les gens du ministère des Forêts ici au Québec pour essayer de l'amener au niveau opérationnel. Et si ça fonctionnait, ça nous permettrait d'arrêter de compter les larves sur les papiers filtres. Donc, j'en arrive maintenant au dernier aspect là, de la question diagnostique, et puis je vais vous parler des travaux de Sandrine Pic dans notre laboratoire, des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du projet de Génome Canada BioSafe, qui a été piloté par notre collègue Richard Hamelin. Donc, en fait, Sandrine a réalisé des études de génomique des populations de la spongieuse dans le but de mettre au point un outil qui nous permettrait d'identifier les sources, les origines géographiques des spongeuses. En effet, la CIA est intéressée, lorsqu'ils font des interceptions sur des navires, à connaître l'origine exacte géographique de ces interceptions-là. Parce que, bon, si le bateau, par exemple, arrive de Tokyo, ça ne veut pas dire que les insectes récoltés sur le bateau viennent nécessairement du Japon, parce que le bateau peut s'être arrêté à différents endroits en chemin. Donc, une fois la source connue, la CIA est en mesure d'entrer en négociation avec le pays d'origine pour essayer de voir à limiter les risques de contamination des bateaux dans le futur. Donc, Sandrine a procédé à un échantillonnage de populations contemporaines, ce sont un petit point noir ici, à travers l'aire de répartition complète de la spongieuse, du Japon jusqu'au Canada. Elle extrait l'ADN et utilisé une méthode qu'on appelle le genotyping by sequencing, le génotypage par séquençage du génome nucléaire, ici, qui lui a permis d'identifier au-delà de 2000 marqueurs de type SNP. Et elle a réalisé des analyses assez complexes qui lui ont permis d'identifier au minimum 8 grandes sous-populations qui sont distinctes les unes des autres sur le plan génétique, allant de l'Amérique du Nord jusqu'au Japon. Et en utilisant des outils encore plus sophistiqués, un insecte intercepté à une source donnée. C'est d'ailleurs ce que Sandrine a fait. Elle a utilisé en fait 2 méthodes d'attribution, des méthodes déjà existantes, en utilisant différents nombres de marqueurs de SNP, allant de 25 jusqu'à plus de 2000. Et elle a pu démontrer qu'avec aussi peu que 200 SNP, il était possible de déterminer avec 95% de certitude quelle était l'origine géographique des spongieuses interceptées. Donc,
c'est un outil, l'outil comme tel, qui pourrait être utilisé par la CIA est présentement en cours de développement et on s'attend qu'il pourrait être transféré à la CIA dans l'année ou dans les 2 années à venir. Donc, c'est un travail dont nous sommes vraiment très, très fiers. Alors voilà, j'ai couvert la question des outils de diagnostic moléculaire. Je vais maintenant vous parler un petit peu, assez brièvement quand même, du design de nouveaux produits antiparasitaires. Vous savez que pour le contrôle de la tardeuse, on a un seul produit qui est disponible au Québec, en fait au Canada de façon générale, c'est l'insecticide biologique BTK, qui est efficace, mais qui montre malgré tout ses limites. Donc, on s'intéresse, on essaie de développer des outils alternatifs. Une approche à laquelle j'ai fait allusion dans la première partie de ma présentation est le développement d'inhibiteurs enzymatiques. Et ça, ce que ça implique, c'est l'identification de la séquence codante d'une enzyme dans le génome d'un insecte, production éventuellement, à partir de cette séquence-là, de la protéine recombinante, par exemple dans les bactéries, caractérisation structurale de l'enzyme, quelle est sa structure tridimensionnelle, et le design d'inhibiteurs par approche in silico dans un premier temps et des bioessais in vitro et in vivo, jusqu'à ce qu'on ait découvert quelque chose qui fonctionne. Je vais vous parler aussi d'une autre approche qu'on appelle le RNAi, qui veut dire RNA Interference, qui est une façon de silencer les gènes. Donc, il faut à ce moment-là identifier des gènes que l'on considère essentiels à la survie d'un insecte dans son génome et essayer d'en inhiber la production. Puis je vais vous parler un peu dire un peu comment tout ça fonctionne. Donc, pour faire suite un peu à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos de la farnésyl diphosphate synthase, qui est une enzyme que nous avions identifiée, en fait, que Catherine, dans mon laboratoire, avait clonée, on avait commencé à caractériser. Alors, notre collaboratrice, Stéphanie Sen, du Collège du New Jersey, a décidé de procéder à la synthèse d'inhibiteurs potentiels de la classe des bisphosphonates. Nous savions déjà, sur la base du travail qui était fait en biologie médicale, que les bisphosphonates sont des inhibiteurs qui fonctionnent pour les farnésyl diphosphate synthase. Donc, Stéphanie a conçu différents inhibiteurs de différents volumes en changeant ici le groupement R sur cette molécule, en augmentant la taille du groupement. L'idée, c'est qu'on s'est dit, avec un groupement, avec un inhibiteur plus volumineux, possiblement, qu'il va pouvoir inhiber la farnésyl diphosphate synthèse de la tordeuse, mais ne pourra pas inhiber d'autres farnésyl diphosphate synthase. Donc, c'était la question de la spécificité. Et c'est effectivement ce qui s'est produit dans des tests in vitro, dans ce cas ici, des tests d'inhibition. En fait, la farnésyl diphosphate synthase de la tordeuse a pu être inhibée par toutes ces molécules-là, alors qu'on n'observait aucune inhibition chez celle de la drosophile pour ces 3 molécules, et très faible inhibition chez la farnésyl diphosphate synthase du cochon pour ces 2 molécules-là, et aucune ici. Donc ici, on voit qu'il y a au niveau de cette molécule-là, il y a une spécificité qui est vraiment réelle. Donc, à la lumière de ces résultats, notre étudiante Marie-Ève Picard a entrepris de déterminer la structure tridimensionnelle de cette protéine en présence d'un des inhibiteurs que Stéphanie avait conçu. Donc, elle a utilisé la diffraction par rayon X pour y arriver. Puis ça a permis de mettre en évidence le niveau surprenant de plasticité structurale de cette enzyme. Alors, maintenant qu'on a en main cette enzyme, il est possible d'utiliser... Bon, il était supposé y avoir une petite animation qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas tellement grave. Tu veux désactiver le pointeur pour la faire. Peut-être qu'il faudrait que j'active le pointeur pour ça. Option, pointeur, stylet. Bon, c'est pas grave, ça ne fonctionne pas. Il y avait une animation qui permettait de voir finalement comment il est possible de façon in silico d'aller placer
un inhibiteur potentiel à l'intérieur de la cavité catalytique d'une enzyme pour voir comment il se positionne. Est-ce que la question de la clé dans la serrure, ça fonctionne bien? Quelles sont les interactions moléculaires entre l'inhibiteur et la cavité catalytique? Et de cette façon-là, de faire un premier triage, un premier criblage d'inhibiteurs potentiels. Donc, c'est une approche qu'a utilisée Marie-Ève. Ah, on le voit. Vous allez pouvoir voir. Bon, ça ne se produit pas tout à fait très, très bien. Bon, on le voit un petit peu en ce moment. On voit la molécule qui va se placer dans la cavité catalytique de l'enzyme. Et donc, il y a différents calculs qui doivent être faits, évidemment. Ça, ce n'est qu'une représentation graphique de tout ça. Mais c'est en utilisant des approches d'arrimage, comme on appelle ça, que Marie-Ève, finalement, en collaboration avec son co-superviseur, Rangshi à l'Université Laval, a pu faire le design de certains inhibiteurs potentiels pour lesquels on a commandé la synthèse. Et ces inhibiteurs, il y en a 2 qui sont présentés ici, qui vont faire l'objet potentiellement de développement potentiellement comme nouveaux produits antiparasitaires dans la catégorie qu'on appelle les régulateurs de croissance. Donc, j'en arrive au dernier point de ma présentation ici, l'utilisation du RNAi comme outil potentiel pour le contrôle des insectes. Donc, le RNAi, c'est une inhibition ciblée de l'expression d'un gène en particulier. Dans notre cas, on veut cibler un gène essentiel. C'est comme chez nous, s'il y avait un gène qui était responsable des battements de notre cœur, si on pouvait inhiber son expression, ça entraînait notre mort. C'est un peu la même chose. Donc, le principe du RNAi, ça implique qu'on administre, dans ce cas-là, à l'insecte, un petit bout d'ARN double brin qui serait spécifique, donc qui pourrait s'apparier de façon très, très spécifique à un ARN messager qui code pour une protéine essentielle. Et sans entrer dans les détails ici, cette association entre l'ARN double brin et l'ARN messager va entraîner la dégradation de l'ARN messager. Donc, la protéine essentielle ne pourra pas être produite, ce qui pourrait entraîner la mort de l'insecte. Donc, on a un projet en cours en ce moment en collaboration avec Christopher Keeling qui vise l'amélioration de l'efficacité du BTK pour le contrôle de la tordeuse des bourgeons d'épinette en passant par le RNAi, c'est-à-dire l'ajout d'ARN double brin ciblant un gène essentiel. Donc, qu'est-ce que ce travail-là implique? C'est d'abord d'identifier dans le génome de la tordeuse des gènes qui sont jugés essentiels. C'est un travail qui peut être long, laborieux, c'est pas nécessaire, mais on utilise un peu le travail qui a été fait sur d'autres espèces pour se guider. Il faut produire, on peut produire de façon in vitro les ARN double brin spécifiques aux gènes et évaluer l'effet du traitement à l'ARN double brin sur la mortalité des larves en utilisant différentes méthodes d'administration. Et parallèlement, on veut vérifier l'impact du traitement sur les niveaux d'ARN messager. Est-ce qu'on a réussi à abaisser les niveaux d'ARN messager? Et ça, on peut faire ça par qRT-PCR. Et si l'approche des RNAi vis-à-vis du gène ça s'avère prometteur, alors on pourrait ajouter cet ARN double brin spécifique au gène à la formulation commerciale de BTK et éventuellement comparer la formation commerciale à la formulation à laquelle on a ajouté l'ARN double brin. Bon. C'est un travail qui est en cours. Je n'ai pas encore de résultats probants à vous présenter. C'est un travail financé par Surge International avec la contribution d'une compagnie, la compagnie qui produit le BTK, Valent Biosciences. Biosciences, ça c'est le titre de la proposition de recherche. Donc, comme j'ai dit, ça impliquait Chris Keeling, qui est en fait l'investigateur principal, et Véronique Lévesque-Tremblay dans son laboratoire, et Catherine, qui a fait beaucoup de QPCR pour ce travail-là. Donc, je n'ai pas de résultats encore probants à vous montrer, mais le travail suit son cours. Mais je peux vous dire ici ce à quoi on s'attendrait. Donc, en termes de niveau d'ARN messager, si on avait un bon gène, on verrait que chez les témoins, on aurait des niveaux élevés d'ARN messager, alors que chez les individus traités, on aurait vraiment une dépression importante des niveaux d'ARN messager. En ce qui concerne la mortalité, on aurait peu de mortalité chez les témoins. Une mortalité quand même significative
chez les individus traités au RNAi, peut-être semblable à la mortalité observée avec le BTK, mais une augmentation importante de la mortalité lorsqu'on combine les deux agents. Donc, il y a des développements récents dans le domaine de la production des ARN double brin qui nous font croire que cette approche va bientôt donner des résultats très intéressants. Donc, pour conclure tout ça, est-ce que, bon, l'application de la génomique à la lutte contre les ravageurs forestiers, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est juste un pipe dream ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une utilité? Bon, mais je pense que j'ai pu vous démontrer aujourd'hui qu'il y a des résultats bien concrets de son utilité en ce qui a trait au développement et à l'utilisation d'outils de diagnostic moléculaire. Donc, que ce soit pour les espèces exotiques envahissantes ou pour les travaux que nous faisons d'écologie, de la tordeuse de bourgeon de l'épinette. En matière de design de nouveaux produits antiparasitaires, on voit par contre que les progrès sont plus lents. C'est un peu comme dans la biologie médicale. Les outils diagnostiques sont venus en premier, les solutions thérapeutiques viennent plus tard. C'est un peu ce qu'on voit ici. Mais personnellement, je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie et qu'il y aura des produits intéressants dans un avenir quand même pas trop éloigné. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier de votre attention, puis j'aimerais en profiter, étant donné que c'est probablement la dernière présentation de ma carrière, pour remercier tous les membres de mon équipe actuelle et antérieure, sans qui le travail qu'on a réalisé aurait été absolument impossible. Je veux aussi remercier les différentes équipes de gestionnaires qu'on a eues, en particulier Elisabeth ici. Je sais qu'ils se sont souvent battus pour que nos demandes de financement soient accueillies favorablement par les différents groupes, les décideurs, finalement. Finalement, j'aimerais remercier tous mes collègues ici au CFL avec qui j'ai eu vraiment des relations très enrichissantes et c'est avec un pincement au cœur que je quitte. Merci. Alors, merci beaucoup, Michel, pour cette excellente présentation. C'est vraiment intéressant de voir en mode condensé la carrière. C'est vraiment une belle présentation. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous tardivement, je me présente, Véronique Maltais, et j'animerai la période de questions. Avant de débuter, j'ai un message d'intérêt et quelques règles d'usage cependant à vous partager. Donc, vous pouvez tous maintenant, là, si vous le désirez, activer votre vidéo. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité que vous trouverez à l'instant dans le chat. Et prenez bien en note le code d'activité, c'est vraiment la seule façon la seule approche, la seule façon de procéder. Donc, vous pouvez poser vos questions, bien sûr, dans la langue officielle de votre choix. Il y a deux façons de poser votre question, soit verbalement, en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et en sélectionnant l'icône main levée. Donc, lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Puis après avoir posé votre question, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous vous remettiez en mode sourdine. Nous souhaitons aussi que vous posiez une seule question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question, mais aussi pour laisser la chance à tous de pouvoir poser une question. Et la deuxième option, c'est de, si vous préférez en fait poser votre question par écrit, donc utilisez la boîte du chat. Donc, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Et bon, en terminant, nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir actionner, rétablir le son pour tous. Donc, il devrait maintenant être possible pour vous d'enlever le mode sourdine. Donc, la période de questions est commencée.
Michel, Oui. tu termines aujourd'hui une longue carrière, mais je sais qu'un chercheur, dont la principale qualité, c'est de savoir poser des bonnes questions, ne s'arrête pas de réfléchir. Hein? Pas parce que tu prends ta retraite que tu vas arrêter de penser aux ravageurs forestiers. Je suis sûre que non. Ma question pour toi, si, comme le docteur Faust, tu pouvais signer un pacte avec le diable et recommencer ta carrière aujourd'hui, à quoi tu t'attaquerais? Quelles seraient les grandes questions de recherche qui t'intéresseraient, que tu aimerais projeter vers la relève pour continuer ce travail? Oh, c'est une, c'est une grande question. Premièrement, je dirais que je n'ai absolument aucun regret à propos des choix que j'ai faits depuis le début de ma carrière. C'est certain qu'il y a des directions, des fois, qui ne nous mènent pas nécessairement euh, aux cibles qu'on avait espéré atteindre, mais il y a toujours un apprentissage important. Puis j'ai parlé un peu des travaux qu'on a faits sur les poliovirus au début. Euh, Ce sont des travaux, en fait, je pense qu'on a pu apporter beaucoup à la science quand même à travers ces travaux-là, même si ils n'ont pas permis de développer les outils qu'on souhaitait, qu'on avait espéré pouvoir développer à travers ces recherches. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éléments différents que je souhaiterais faire, mais après, si je commençais aujourd'hui, euh, évidemment, il y a, avec les progrès de la génomique, la facilité de plus en plus grande de procéder au décryptage de génomes d'insectes, ça ouvre beaucoup de possibilités pour faire ce qu'on appelle la génomique comparative. Donc, de plus en plus, on va être en mesure de comparer les génomes de beaucoup d'insectes et puis de faire des comparaisons, de faire des comparaisons de plus en plus fines pour identifier les particularités génétiques de différentes espèces. Des fois, ce qui va faire la différence entre l'entrée en diapause, par exemple. On sait, par exemple, chez la tordeuse des bourgeons d'épinette, normalement, elle n'a qu'un cycle annuel. Elle entre en diapause une fois. Mais on sait que chez certains individus, ils vont entrer en diapause, ils vont revenir en diapause pour une deuxième année. Ils vont compléter leur cycle sur 2 ans. Donc, c'est un phénomène intéressant puis qui a des implications en termes de gestion des ravageurs. Donc, on pense que la génomique comparative pourra nous aider à identifier ces particularités génétiques de différentes populations et puis probablement nous donner des outils aussi pour développer des nouvelles approches pour leur gestion. Ça, moi, en tout cas, la génomique comparative, on l'a utilisée récemment à des fins de sciences fondamentales avec le génome de la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour étudier l'évolution des protéines antigel. Donc, les protéines antigel, ce sont des protéines qui sont vraiment essentielles à la survie hivernale chez la tordeuse. Mais on se posait la question, mais d'où viennent-elles exactement? Donc, on a pu comparer le génome de la tordeuse au génome d'autres espèces plus ou moins étroitement apparentées, puis ça nous a permis de reconstruire un peu l'histoire évolutive de ces protéines-là. Mais ça, c'est de la science fondamentale ici. Mais on peut penser que cette même approche va permettre de trouver des particularités génétiques chez différents groupes d'insectes qui sont responsables de certains traits écologiques, biologiques. Ça, moi, je pense, en ce moment, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Alors, merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. On n'a pas de main levée. Est-ce qu'en salle, il y aurait d'autres questions? Michel, tu as mentionné 2 essais de diagnostic. Oui. PCR quantitative et TACMAN. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux? Est-ce qu'il y en a une qui émerge, qui est préférée par les gens qui sont sur le terrain?
Ben, en fait, peut-être, bon, la question de Daniel, si vous ne l'avez pas entendu, Daniel qui est dans la salle ici, est-ce qu'il y a des avantages à utiliser la technologie QPCR versus la technologie TACMAN? En fait, ta question, elle vient parce que ma description n'était pas suffisamment claire, parce que ce sont deux technologies qu'on utilise ensemble. En fait, la technologie TACMAN est utilisée dans le cadre d'une réaction de PCR quantitative. Son utilité principale, c'est que ça permet de faire plusieurs amplifications dans un même tube. Parce que les sondes qu'on utilise avec la technologie TACMAN peuvent être liées à différents fluorophores qui seront détectés de façon indépendante par l'appareil qui prend les mesures de fluorescence. Donc, c'est ce qu'on travaille, ce qu'on appelle faire du multiplex dans ce langage. Donc, on peut avoir de l'ADN d'une espèce inconnue, par exemple, et on va y ajouter les amorces pour, par exemple, 3 espèces, spécifiques à 3 espèces, ainsi que les sondes spécifiques aux 3 espèces dans un même tube. Donc, on pourra répondre à plus qu'une question à la fois. Donc, c'est ce qui permet de faire le multiplexage, si tu veux. Donc, c'est deux technologies qu'on utilise de concert. Alors, voilà. Merci, Michel. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais je rappellerai aux gens que si vous voulez poser votre question verbalement, vous n'avez qu'à pointer. Ah, exactement. Donc, on a une question ici. Vous pouvez, Madame Desplan, vous pouvez vous enlever le mode sourdine. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, Emma Desplan de l'Université Concordia. Merci beaucoup pour la super présentation. Ça va vraiment résumé beaucoup de choses fascinantes. J'aurais une question par rapport aux moyens de lutte, les nouveaux moyens de lutte. Est-ce qu'on préconise de les utiliser de la même façon que les moyens traditionnels? Est-ce qu'il y a des limitations, par exemple, au milieu forestier versus le milieu urbain? Est-ce qu'il y a des contraintes différentes que celles auxquelles on est habitué? Merci, Emma. C'est une très bonne question. Les deux approches dont j'ai parlé dans mes présentations, que ce soit des inhibiteurs enzymatiques ou le RNAi, ils seraient utilisés de façon conventionnelle, c'est-à-dire par traitement potentiellement aérien, comme on le fait présentement pour l'application du BTK. Il est évident que, par contre, que l'utilisation du RNAi pourrait comment dire, engendrer certaines préoccupations là, chez les gens qui sont souvent préoccupés par l'utilisation des biotechnologies, puis l'utilisation de méthodes biotechnologiques pour le contrôle des insectes. Ceci étant dit, en fait, le RNAi devrait être probablement la façon la plus sécuritaire de contrôler les insectes parce qu'on prépare une molécule d'ARN double brin qui devrait, tout au moins théoriquement, avoir une spécificité absolue à l'espèce visée. Donc, mais l'idée, dans le cas du RNAi, ici, c'est d'ajouter, il y a des méthodes maintenant de production d'ARN double brin en quantité industrielle. Donc, l'idée, ce serait d'ajouter l'ARN double brin à la formulation, une formulation existante de BTK. Et les pulvérisations se feraient exactement de la même façon qu'avec le BTK. Pour ce qui est d'un régulateur de croissance, bon, il y a déjà un régulateur de croissance qui existe aussi au Canada pour le contrôle de la tordeuse, qu'on appelle le tébufénoside, mais dont l'utilisation est restreinte là, dans certaines provinces. Mais on peut penser qu'un inhibiteur enzymatique du type de celui dont j'ai parlé pourrait être utilisé d'une façon semblable à la façon dont on utilise le tébufénoside en ce moment, dans le cadre de pulvérisation. Merci. On a une question dans le chat de M. Julien Guertin.
Qu'en est-il de la stabilité de l'RNAi avec les conditions d'application de pesticides en production? Je m'attendrais à ce que leur dégradation dans l'environnement soit assez rapide. C'est effectivement une bonne question. L'ARN simple brin est extrêmement fragile, l'ARN messager, par exemple. L'ARN double brin est beaucoup plus stable. C'est certain qu'il faudra tenir compte de la stabilité de l'ARN dans l'élaboration des formulations d'un éventuel pesticide qui contient de l'ARN double brin. La stabilité, c'est quelque chose qui a été étudié en agriculture pour le contrôle d'insectes, mais son utilisation demeure encore très récente et je n'ai pas de données comme telles sur la stabilité des ARN double brin. Donc, il faudra sans doute les protéger des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets vont souvent dégrader les acides nucléiques en nature. Donc, mais c'est possible de le faire via une formulation qui assure une protection des ARN double brin des rayons ultraviolets. Merci, Michel. Monsieur Gartin était du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Merci. On aurait une autre question. Oui, allez-y, Madame Desplan. Je veux bien en poser une autre s'il n'y a personne. Là, ce serait au niveau de l'outil pour détecter le parasitisme chez la tordeuse. Oui. Est-ce que ça pourrait être envisagé d'être adapté pour d'autres insectes? Pas nécessairement identifier le parasitoïde, mais simplement dire oui, il est parasité ou non, il ne l'est pas. Oui, effectivement, le module 1 de cet essai permet de déterminer s'il y a présence d'un parasitoïde diptère ou parasitoïde hyménoptère. Et ce module a été utilisé par une étudiante dans notre groupe pour déterminer si des larves d'autres espèces de lépidoptères étaient effectivement parasitées par des diptères ou des hyménoptères. Et ça fonctionne parce que ce sont des amorces qu'on utilise qui sont assez universelles pour les diptères et les hyménoptères. Donc oui, c'est possible. Pour ce qui est de l'adaptation pour l'identification des espèces, ce serait beaucoup plus complexe. Puis d'ailleurs, maintenant, pour l'avenir, on se dirige, les travaux de Sandrine Pic dans notre équipe visent l'utilisation d'une méthode de métagénomique imbriquée pour identifier de façon plus large les espèces de parasitoïdes, peu importe l'espèce de lépidoptère qui en serait l'autre. Donc, ce sont des travaux que Sandrine va mener au cours des prochaines années pour essayer de mettre au point une méthode de métagénomique imbriquée. Donc, c'est à suivre. Parfait, merci. Bon, je ne vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat, ni de main levée. En salle, on n'a pas de questions en salle non plus. Je vous laisse encore une petite minute peut-être pour y penser. Ah, on a une question dans le chat de M. Gilbert Nollet. Toutes ces modifications peuvent-elles créer ultérieurement des mutations des autres insectes? Là, j'imagine qu'on parle de l'application du RNAi. Est-ce que c'est bien ça, j'imagine? Non, je pense que ça semble... c'est pas... C'est une... Je pense que c'est quelque chose d'assez improbable, étant donné le type de technologie utilisée. On ne vise pas à faire de la mutagénèse, donc on vise simplement à inhiber l'expression d'un gène. Donc, les risques d'introduire que cette approche-là introduise des mutations chez d'autres insectes sont, à mon avis, nuls.
Parfait, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, je vais en profiter pour te remercier, Michel. Je regarde dans le chat rapidement, je n'ai pas d'autres questions. Donc, merci Michel pour ta présentation, la génomique au service de la gestion des ravageurs forestiers, simple chimère ou réalité. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu au retour de la période des fêtes, soit jeudi le 12 janvier 2023, et qui s'intitule « L'air protégé à utilisation durable Yanyan Hyundai, le long chemin menant du rêve à la réalité ». Et le conférencier invité sera Louis Lesage, directeur du bureau du Nihonwen-Sio de la nation Huron-Wendat. Alors, je vous invite également à surveiller notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Puis, sur ce, j'aimerais vous remercier tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, Michel... Merci d'avoir écouté si sagement. On suivait tes paroles. On a bu tes paroles. Livre. Alors, merci tout le monde.